Vous l'avez peut-être constaté, mais il y a un fait que je me fais moins présent sur ce blog. Et vous comprendrez sans doute pourquoi à la fin de cette vidéo. Comme vous le savez, mon action a deux volets. D'une part, informer sur le mécanisme de stérilisation carbonique qui se met en place dans l'inconscient général, et d'autre part, via une société créée dans ce but, je tente de développer des technologies pour traiter et valoriser le CO2 de façon à ce que nous soyons en mesure, technologiquement un jour, d'endiguer la stérilisation carbonique. Ce qui sera possible si on ne s'y prend pas trop tard. Et entre nous, c'est très mal parti. Lors de la COP21, les décideurs parleront de réduction d'émissions de CO2, avec en arrière-plan dans leur esprit la fin du siècle pour limite, car basée sur la problématique du changement climatique et des intérêts économiques liés aux énergies fossiles, ce qui est, soyons réalistes, un frein terrible à une quelconque amélioration de la situation. Le changement climatique, c'est la partie visible de l'iceberg. Et maintenant, il faudrait vraiment en prendre conscience, parce que même si nous avons une fenêtre d'action, elle se referme assez rapidement. Le mécanisme de stérilisation carbonique est imminent, on n'a pas jusqu'à la fin du siècle. Il faut arrêter de rêver. Alors parler d'imminence peut paraître inapproprié, la phase terminale n'arrivera pas demain, évidemment. Pourtant, le mécanisme de stérilisation carbonique est déjà à l'œuvre depuis plusieurs décennies, avec une nette accélération depuis environ 10 ans. Et il est grand temps d'en prendre conscience. En septembre dernier, WWF a annoncé que 50% des animaux marins avaient disparu en 40 ans. Mais si on doit donner des chiffres, d'autres sont bien plus parlants. 30% de pertes en seulement 10 ans au niveau des papillons des mers, directement liés à l'acidification des océans et donc indiscutablement au CO2. Le papillon des mers est un maillon pourtant essentiel à la chaîne alimentaire en océan austral. D'ici 10 ans, peut-être 20, cette espèce aura disparu. Et avec elle, toutes les espèces qui s'en nourrissent. Enlever un seul maillon d'une chaîne alimentaire et toute la chaîne s'écroule. Et c'est un exemple parmi bien d'autres. La fin du siècle, c'est une plaisanterie. Dans les conditions actuelles, il faudra 1, 2, peut-être 3 décennies si on a de la chance pour que la plupart des formes de vie aquatique océanique disparaissent. Outre la perte de nos écosystèmes aquatiques, ce qui serait déjà terrible, prenez conscience que plus d'1 milliard d'êtres humains dépendent des ressources océaniques pour se nourrir, et que ceci impactera toute l'humanité durablement. 10, 20 ou 30 ans, grand maximum à mon sens. C'est tout ce qu'il nous reste dans les conditions actuelles, mais ceci est sans compter sur deux faits. Le premier, c'est que les océans qui régulent le taux de CO2 atmosphérique arrivent à saturation. D'où l'impact sur la vie aquatique, qui ne fera que croître. Alors ça peut paraître large, 10, 20 ou 30 ans, comme échelle de temps, mais je ne suis pas devin, et il est difficile de donner un chiffre précis sur un mécanisme planétaire d'une telle importance. Mais l'essentiel, c'est de comprendre que le temps nous est compté. Le second, c'est que les clatrates ont commencé à fondre, et lorsque cela va s'emballer, ou plutôt quand ça va s'emballer, et on parle là d'une véritable bombe à retardement qui est bel et bien amorcée, puisque les clatrates ont commencé à fondre en Arctique et même au large des USA en zone tempérée. Cette fonte des clatrates, lorsqu'elle sera massive, fera passer le mécanisme de stérilisation carbonique à une toute autre échelle au point de rendre nos émissions de CO2 anthropiques totalement anecdotiques. Les clatrates, c'est du méthane gazeux coincé dans une prison de glace au fond des océans et qui se forme sur des millions d'années. Si cette glace fond, le méthane est rejeté et lorsqu'il arrivera à un certain taux au contact de l'air, il s'enflammera comme un gigantesque feu follet et sera converti en CO2. Les clatrates, c'est potentiellement 100 fois ce que l'humanité a émis en CO2 au cours des 150 dernières années, charbon, gaz naturel et pétrole réunis. Et ceci dans un contexte de libération de masse où nos océans seront dans l'incapacité de réguler le taux de CO2 atmosphérique, puisqu'ils sont déjà saturés. Ce qui, lorsque nos décideurs prendront conscience du problème, nous laissera peu de temps pour réagir avant notre extinction. Alors je comprends que parler d'extinction peut faire sourire, d'autant que nous sommes 7 milliards, voire plus, mais il faut prendre conscience de ce dont on parle. Un changement radical de notre environnement, qui rendra la vie telle que nous la connaissons impossible sur notre planète pour des siècles et des siècles. S'adapter? Non, on ne pourra pas s'adapter à ce qui va arriver. On a besoin de respirer, mais l'air sera devenu irrespirable. On aura besoin de manger, mais la plupart des espèces auront disparu. Si on n'agit pas, le mécanisme de stérilisation carbonique perturbera à grande échelle des mécanismes biologiques essentiels pour notre espèce, comme la respiration ou la photosynthèse, et provoquera une extinction de masse.
Le blanchiment des coraux, la disparition du naissain et bien d'autres problèmes dramatiques pour le vivant en milieu aquatique d'ores et déjà bien visibles sont autant de signes avant-coureurs et de manifestations de la stérilisation carbonique. J'espérais via ma société, en attendant que mes contemporains prennent conscience du problème, pouvoir développer un arsenal technologique pour que nous puissions avoir une chance de réagir. Et c'est ce que j'ai fait. Avec les moyens et les soutiens que nous avions, c'était loin d'être une évidence. Mais il nous reste à passer le stade de l'industrialisation pour certaines de ces technologies, et encore, hélas, beaucoup de travail de développement sur ma technologie de séparation moléculaire à haut débit, qui sera pourtant vitale à terme pour inverser le processus. Aujourd'hui, on doit lever grosso modo 1 million d'euros pour passer le stade de l'industrialisation et montrer ainsi que l'on peut valoriser le CO2 à grande échelle. Comprenez que si nous sommes en mesure de dire et de montrer aux industriels que le CO2 qu'ils émettent peut servir à créer des emplois et à gagner de l'argent, ils se mobiliseront pour agir bien plus facilement que si on les taxe. Ce qui menacera emploi et bénéfices. Dans un monde où l'argent fait loi, c'est le seul argument pour agir. La politique des quotas CO2 a montré son inefficacité. Le principe n'est pas mauvais, mais pour protéger l'emploi dans un contexte de concurrence internationale, de nombreuses sociétés ont obtenu des quotas CO2 supérieurs à leurs besoins. Pour ces sociétés, le CO2, non seulement ça ne leur coûte rien, mais leur excédent de quotas qui leur sont accordés leur rapporte de l'argent. C'est pour ça que le prix du CO2 a autant chuté, pour représenter moins de 6 € la tonne, au lieu des 100 initialement pensés. On est loin du principe du pollueur-payeur. D'ailleurs, en septembre dernier, j'ai été reçu au ministère de l'écologie, et je me suis entendu dire que le CO2 n'était pas un polluant. Et si des gens du ministère de l'écologie considèrent que le CO2 n'est pas un polluant, on doit s'interroger et redouter sur quoi la COP21 pourra aboutir. Pire encore, un tel système fait que non seulement le CO2 rapporte de l'argent, mais trouver des solutions menace à court terme ces entrées d'argent liées à la politique des quotas. Avec ma société, je le vois. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché sur le CO2. Pire encore, même si ma technologie intéresse de nombreux industriels, pour l'avenir, pour l'instant, bon nombre d'entre eux ne semblent pas décidés à remettre en question des quotas CO2 si lucratifs, en y mettant des moyens. Alors croisons les doigts, pour que la COP21 aboutisse à quelque chose. N'importe quoi, du moment que l'on puisse trouver des fonds pour financer des solutions technologiques au traitement du CO2. C'est vraiment quelque chose de vital, même si je ne suis pas certain que nos décideurs en aient vraiment conscience. Je me fais moins présent sur ce blog, car il est difficile pour moi de délimiter ces deux volets, l'information sur la stérilisation carbonique et le volet technologie développée. Et il semblerait, selon certains, que mon discours visant à informer sur la menace de la stérilisation carbonique soit préjudiciable à mes actions visant à développer mes technologies, tout comme le fait que je dénonce les agissements dont j'ai été victime en tant qu'inventeur. Soyons honnêtes. Pour faire simple, il semble que les bien-pensants me perçoivent comme un zinzin, parce que je suis un inventeur, ou que je tente de dire que le changement climatique n'est que l'arbre qui cache la forêt et que le pire est devant nous. Les donneurs d'alerte n'ont jamais eu une bonne image. Mais même si je me moque éperdument de ce que peuvent penser des bien-pensants, aux idées fixes et aux esprits limités à leur devant de porte, qui ne cherchent même pas à comprendre un mécanisme qui montre et démontre sa réalité partout sur la planète, sous différentes formes, il est aussi un fait que sans argent, nous ne pourrons pas passer le stade du développement industriel. On a besoin de lever 1 million d'euros pour réaliser un démonstrateur industriel. Sans ce démonstrateur, ma société pourrait se mettre en pause et attendre que les taxes à venir sur le CO2 qui s'imposeront devant l'ampleur des catastrophes naturelles et les milliers voire les millions de morts futures invitent des industriels et des collectivités à investir. Mais si on n'est pas prêt lorsque le pire arrivera, il n'y aura plus rien à dire et plus rien à faire. On me conseille fortement de cesser de communiquer via ce blog, de peur que ça fasse fuir les investisseurs. Alors que faire ? C'est vrai que le mécanisme de stérilisation carbonique n'est qu'une théorie. Pourtant, des centaines de preuves de sa réalité sont déjà observables partout sur la planète. On ne doit pas attendre que la stérilisation carbonique arrive à terme pour réagir, et donc attendre que la conclusion finale de la stérilisation carbonique confirme la théorie de façon indéniable. Parce qu'alors, nous ne pourrons plus rien faire. C'est comme sauter du haut d'une falaise, vous êtes au bord, vous n'allez pas sauter dans le vide pour savoir si en bas vous serez mort. Il faut avant s'arrêter. Mais là, on me dit, en gros, il faut sauter, on verra. Faut arrêter les conneries, quoi. Hein. Faut pas être con dans la vie. Hein. Donc, il faut l'endiguer, la stérilisation carbonique. Il faut le faire avant que le pire arrive, parce qu'on s'en remettra pas.
Système, c'est pas moi qui l'invente. Il y en a des centaines qui le disent. Attention, nos écosystèmes aquatiques sont en danger. Certains vont même jusqu'à annoncer la fin de la vie dans nos océans et font le rapprochement avec des extinctions de masse qui jalonnent l'histoire de la Terre, et ils ont raison. La stérilisation carbonique s'est déjà manifestée sur Terre, mais elle ne frappe qu'après des temps très longs, de l'ordre de plusieurs millions d'années, le temps que les clatrates s'accumulent dans les couches océaniques profondes. C'est le fusil à clatrate. Voilà, c'est l'hypothèse du fusil à clatrate. Qu'est-ce qu'il arrive quand le fusil fait feu? La fin de la vie. Bref. Comprenez que nous sommes à la veille d'une catastrophe écologique majeure qui provoquera une extinction de masse. Ou nous serons prêts à y faire face, ou nous subirons le même sort que les dinosaures, nous disparaîtrons. D'euros pour monter un pilote industriel. Et si vous croyez qu'il n'y a aucun rapport, laissez-moi vous expliquer. On pourrait éventuellement obtenir un soutien public pour 50% du montant, mais il semblerait, alors c'est pas dit franchement, ils interprètent peut-être mal, mais il semblerait donc que ma société n'aura ce soutien que si j'accepte de donner le contrôle à un tiers. Une forme d'ingérence incroyable. Pendant 15 ans, j'ai porté ce projet à bout de bras sans aucun soutien public. Pendant cette période, ça ne posait de problème à personne qu'on m'ait menacé, fait chanter et même réduit en esclavage. Mais maintenant qu'on a effectué des tests en conditions industrielles et convaincu plusieurs interlocuteurs, on me sous-entend que je n'aurai un soutien public pour un pilote que si j'accepte de lâcher le contrôle de la majorité de la société. Franchement, c'est assez moche. Et je ne devrais pas en parler? En janvier dernier, quelqu'un que j'ai considéré comme un ami m'a littéralement fait chanter. Ou je lui donnais le contrôle de la société, au point que je n'avais même plus mon mot à dire, ou bien j'allais à l'échec. Il prétendait s'être entendu avec nos interlocuteurs publics pour cette prise de contrôle, et m'a présenté cela comme une nécessité absolue à tout soutien. Avec mon passif, je l'ai bien évidemment envoyé balader. Passez-moi l'expression. Je ne sais pas si c'était vrai ou si c'était du bluff, mais depuis, il est vrai que certains de nos contacts ne répondent plus au téléphone. Il se peut que je paye ainsi l'existence de mon blog. Je ne connais pas les raisons à tout cela et peut-être que je me trompe, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Comprenez-moi, je ne regrette pas l'existence de mes blogs. Ils m'ont sauvé la vie. Parce que quand des criminels en col blanc m'ont réduit en esclavage, qu'ils m'ont menacé de kidnapping, de torture et de mort pour que je leur donne ce qu'ils m'avaient volé sur le papier, et que l'INPI et ses organismes de déprotection industrielle normalisaient allègrement des faux documents pour donner une apparence légale à ces ignobles procédés, c'est l'existence de mes blogs qui ont fait qu'ils ont lâché prise. Ces blogs m'ont vraiment sauvé la vie. Il est hors de question d'effacer mes blogs, de renier mes dires et mes actes alors qu'ils m'ont sauvé. Hors de question aussi de céder au chantage sous aucune forme. Après 15 ans, je peux sembler épuisé moralement et financièrement de me battre, mais si ce genre d'individus pense qu'ils finiront par m'avoir à l'usure, ils se trompent lourdement. Mais ils nous font perdre du temps, et ce temps, même si vous n'en avez pas conscience, on ne l'a plus. Et ça, j'aimerais vraiment que vous en preniez conscience. La stérilisation carbonique arrive, et peu importe que vous y croyez ou pas. Quand la phase terminale arrivera, où nous serons prêts à y faire face, où nous disparaîtrons. Et je crois qu'informer est avant tout une nécessité morale. Il vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux. C'est ce que j'ai appris de mes expériences passées. Et je sais qu'il y a pire que la mort. Et en toute honnêteté, je ne le vivrai plus, quel qu'en soit le prix. D'autant que si je laissais un parachuté gérer ma boîte et me dicter ma conduite, je suis persuadé que notre dernier espoir s'effacerait devant le pouvoir de l'argent roi. Traiter le CO2 et le valoriser sera un marché colossal, de l'ordre de plusieurs centaines de milliards. Inverser le processus de stérilisation carbonique coûtera beaucoup d'argent et ne nous rapportera pas grand-chose. Si on laisse les lois de la finance nous montrer la voie, alors oublions tout espoir. On a besoin de trouver 1 million d'euros pour passer à l'industrialisation et nous offrir une chance d'être prêt à temps. Et si certains pensent pouvoir me contrôler et faire en sorte que je leur appartienne, comme je me le suis jadis entendu dire, et ce en échange d'un peu d'argent pour pouvoir continuer de travailler à mes frais, clairement qu'ils aillent se faire voir. J'ai déjà donné, et on m'a déjà tenu de tels propos, et je sais où de telles mentalités peuvent mener. 1 million, ça peut sembler énorme, mais c'est si peu en vérité. Si vous voulez faire la différence, aidez-moi. Les petites rivières font les grands fleuves et se transforment en océans. Aidez-moi à l'adresse suivante. Vous la voyez en bas là.
Nous en parlerons. Et même si j'ai déjà quelques contacts, je préfère pouvoir choisir sereinement. À plusieurs, tout est possible. Si vous ne voulez pas investir, mais jouer les mécènes, même à petite échelle, pour que je puisse travailler sereinement sur la technologie de séparation moléculaire, je suis ouvert à tout. Fabriquer une cartouche de séparation moléculaire, c'est ça. Vous voyez, c'est ce petit truc. C'est fait sur mesure, c'est moi qui l'ai fabriqué, pièce par pièce, avec du PVC et quelques éléments secrets. Mais en fabriquer une, ça me coûte 30 € et ça me prend 10 heures à peu près. Voilà. C'est à peu près l'ordre de grandeur, 10 heures et 30 €. C'est pas très cher. Le problème, c'est que c'est une nanotechnologie, c'est extrêmement pointu, et que modifier un paramètre, ça les modifie tous. On parle d'une dizaine de mécanismes physico-chimiques, dont un qui est inconnu de la science actuellement. Et modifier un paramètre, ça les modifie tous, donc on est un peu... Enfin, c'est un peu galère, faut être franc, quoi. Et là, le grosse problématique que j'ai aujourd'hui, c'est que l'humidité de l'air paralyse le système. C'est-à-dire que quand il y a de l'eau, même à l'état de trace, enfin l'état de trace, un petit peu plus quand même, on parle de 5 à 10%, eh bien l'eau va se fixer au niveau des sites actifs et ça paralyse tout le système. Du coup, ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc moi, je modifie la formule à chaque cartouche, mais voilà, j'ai pas de gros moyens, donc je fais au fur et à mesure. Et ça se paye en temps. Et ce temps, ben, on l'a plus. Et ça commence à être très très inquiétant. Hein, parce que les clatrates commencent à fondre. Et cette technologie, il faut être clair, hein, si on ne l'a pas quand les clatrates fondront massivement, eh bien c'est fini. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pas parce qu'on aura 2 ou 3 usines ou 100 usines de traitement du CO2. Si on n'a pas des systèmes pour concentrer le CO2 dans l'air, eh bien ça sera foutu, quoi. Donc cette technologie-là, ce jouet, c'est assez effrayant, mais c'est notre seul espoir en fait. Et c'est pas prêt. Et c'est pas prêt. Voilà. Donc on a un peu de temps encore, mais c'est pas gagné. Hein. Je vous assure que c'est assez effrayant. Hein. Donc si vous voulez me soutenir, libre à vous. Et je vous en remercie d'avance. Sinon je continuerai de me battre et on verra ce qui arrivera. Avec un peu de chance, qui peut savoir. Avec philosophie, je crois que l'essentiel dans la vie, c'est de ne pas avoir de regrets. Et je me suis battu autant que je pouvais me battre. Quoi qu'il puisse arriver, et je vais continuer de me battre, hein, il faut laisser les regrets et les remords à ceux, nombreux, qui n'auront rien fait. Et croisons ensemble les doigts, pour que la COP21 aboutisse à quelque chose. N'importe quoi, ce ne sera pas pire, et que l'on sorte enfin de cet immobilisme mondialisé. Plus on perdra de temps pour agir, et moins nous aurons de temps pour sauver nos vies et la vie sur notre planète. Nous sommes à la veille d'une catastrophe écologique majeure. Ou nous serons prêts à y faire face, ou nous subirons le même sort que les dinosaures. Nous disparaîtrons. Alors croisons les doigts pour que les intérêts d'une extrême minorité ne soient pas à terme payés par des millions d'espèces, dont la nôtre, et que la COP21 soit réellement positive. On croise les doigts.